Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, ce sont des rencontres merveilleuses avec des acteurs de la data et de l'IA qui sont français principalement ou qui parlent français. Et on essaye dans chaque épisode de vous amener des choses que vous n'auriez pas découvert sans nous. Et aujourd'hui, on revient sur un thème que l'on a déjà abordé. On va parler de Warp 10. C'était lors des épisodes 72 et 162 que nous avions déjà reçu Mathias. Alors, avant de faire le tour de table, je vais me permettre de commencer par me présenter. Je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et mon métier quand je n'enregistre pas des podcasts, c'est d'accompagner mes clients pour construire les outils data et IA qui changeront leur business. N'hésitez pas à me consulter si vous avez un projet ou si vous voulez un coup de main sur quelque chose. Alors, autour de ce micro, avant d'arriver sur notre invité, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir, bizarrement, on va parler de Time Series, Nicolas est présent. Tiens, c'est étrange. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour à tous. Quelle idée de me inviter ces jours-là. Hein? C'est étonnant. Donc Nicolas, je suis DSI et CTO de Flovea. Donc je fais une solution de gestion d'eau, enfin un compteur d'eau intelligent. Voilà, ce qui m'amène à manipuler pas mal de séries temporelles au quotidien. Et oui, c'est toujours mieux d'avoir, quand on parle d'un produit, d'avoir quelqu'un qui a déjà mis les mains dedans. Ça, c'est quand même super. Et à l'autre bout, j'ai Jérôme. Salut Jérôme, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Eh ben, moi, je suis pompier de service chez Actian sur le produit Zinea, qui est un data catalogue connecté. Ah, Je, voilà, et donc j'aide mes clients à l'intégrer dans leur système, à comprendre comment ça marche. Jérôme, on fera un Et jour un voilà. remix de la description de ta job desk faite en entrée d'épisode. Et il y en a quand même certaines qui valent le coup. Et donc, pour terminer ce tour de table, Mathias Herberts, qui va nous dire qui il est, ce qu'il a fait, même si les plus assidus de nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de l'entendre et donc le connaissent déjà. Mais Mathias, il y a peut-être des gens qui ne t'ont jamais écouté ou rencontré. Qui tu es, Euh, Mathias? Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Mathias Herbert, je suis le cofondateur et le CTO d'une société qui s'appelle Sense, qui est l'éditeur d'une plateforme de gestion et d'analyse de time series qui s'appelle Warp10. Excellent. Excellent. Et donc, comme je le disais, tu étais déjà venu lors des épisodes 72 et 162 nous parler du produit, nous parler des évolutions qu'il y avait eu. Et puis aujourd'hui, on va parler encore d'un nouveau chapitre qui s'ouvre dans votre technologie Warp 10. Mais avant de ça, je pense que il y a quand même une singularité et Warp 10 ne peut pas, entre guillemets, c'est pas obvious pour tout le monde. Est-ce que tu peux nous dire en 2 minutes, et Nicolas, n'hésite pas à contribuer sur ce chapitre, ce que Warp 10 fait et à quoi ça sert finalement? Alors, Warp10, c'est donc, je le disais, c'est une plateforme de gestion et d'analyse de séries temporelles, ou bon, plus généralement de ce qu'on appelle des données de capteurs, c'est-à-dire des séquences de mesures qui sont issues de capteurs, soit des capteurs virtuels, soit des capteurs effectivement industriels sur des équipements. Et donc, c'est un ensemble de composants qui vont permettre à la fois de stocker ces données, donc ça, c'est un composant qui est une base de données de séries temporelles, similaire à ce qu'on peut trouver chez Timescale, par exemple, ou un flux DB, que Nicolas connaît bien. Et puis, à côté de la partie stockage, donc de la partie purement gestion de la donnée, on a une partie analyse avec une bibliothèque de fonctions. On a plus de 1300 fonctions aujourd'hui. Une bibliothèque qui s'appelle Warplib, qui permet de facilement extraire de la valeur de ces données de type série temporelle. Et autour de tout ça, bah, on a de la visualisation avec un outil qui s'appelle Discovery, qui est fait pour faire des dashboards dynamiques, c'est-à-dire principalement des dashboards en milieu industriel qui vont changer en fonction de ce qui se passe sur l'outil industriel. Et puis d'autres outils pour faciliter le développement, donc un debugger, un IDE, voilà. Donc une galaxie d'outils autour de la thématique des séries temporelles. Alors, ce qu'il faut comprendre et ce qu'il faut, je pense, regarder plus précisément, c'est quand même que 90% ou 99% peut-être des manipulations de données et de l'analytique fait sur des données se fait avec du bon vieux SQL, mais que les time series, c'est un vrai problème
à part entière. Et c'est peut-être là où il y a un véritable sujet sur le pourquoi avoir fait un langage spécifique, pourquoi avoir fait cette warp lib avec ses fonctions spécifiques. Tu disais, il y a combien de fonctions? 1300 fonctions, c'est ça? Il y a 1000, ouais, un peu plus de 1300 fonctions aujourd'hui. C'est qu'effectivement, il y a quand même pas mal de cas d'usage spécifiques aux time series qui ne sont pas possibles ou difficilement possibles en SQL ou même et j'allais dire même peut-être même en Python. Hein. Je suis pas certain que le Python réponde aussi facilement que Warp 10 à tous ces sujets quoi, d'analytique quoi. Ouais, je pense qu'il y a, en ratissant suffisamment large, je pense qu'on pourrait récupérer plein de bibliothèques Python qui, mises tout ensemble, feraient à peu près ce que fait Warplib. Peut-être pas de façon aussi uniforme que l'approche de Warplib peut donner comme avantage, mais je pense qu'en termes de fonctionnalité, on pourrait. Et puis après, le reste, ça pourrait être développé spécifiquement, puisque Python, c'est un langage de programmation. Donc, Ouais, bien sûr. si vraiment les gens voulaient le faire, ils pourraient le faire. Mais effectivement, ce que tu dis est vrai. En fait, je pense que nous, au fil du temps, on a identifié vraiment, on va dire, trois typologies de données, enfin, deux grosses typologies et une sous-typologie de données qui nécessitent des outils un peu particuliers. C'est les données de type graphe. Donc, les gens qui ont essayé de manipuler des données de type graphe en SQL savent que c'est pas forcément très facile. Les données géographiques, pareil, c'est assez spécifique ce qu'on veut faire avec. Et puis les données de type série temporelle. Mm. Et donc, pour cette typologie de données-là, la boîte à outils qui existe dans le langage SQL, elle est assez restreinte. Enfin, le langage SQL, on va dire, standardisé, hein, donc pas les bibliothèques de fonctions qu'on peut rajouter. C'est assez limité. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chaque acteur autour de la série temporelle et qui offre une possibilité de manipuler des données en SQL, donc que ce soit des gens comme QuestDB ou des gens comme Timescale par exemple, ou InfluDB d'ailleurs maintenant aussi, ils y vont chacun de leur ajout et ils ajoutent des fonctions qui permettent de faire des choses qu'on fait assez fréquemment sur des séries temporelles dans un environnement SQL soit pur et dur, soit SQL-like, Mm. même si des SQL-like aujourd'hui, je pense que un flux DB abandonnant un flux QL, je pense qu'on est plus aujourd'hui sur des approches dans lesquelles c'est vraiment du SQL standard, en tout cas, Ouais. qui est utilisé. Mais voilà, donc ces ajouts de fonctions montrent que même si SQL est effectivement utilisé beaucoup, il manque des choses dans SQL pour pouvoir le faire de façon efficace. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le SQL qu'on va faire dans un timescale, eh ben, il marche pas dans un InfluDB parce que les extensions qui ont été faites sont pas les mêmes. Et donc, la standardisation de SQL va se limiter à la présence d'un select, d'un from et d'un where. C'est pas suffisant pour garantir qu'on puisse passer d'un environnement à l'autre. Ouais. Et puis de toute façon, quand on voit les fonctions, le set de fonctions qui généralement est implémenté ou fourni dans les extensions SQL, que je pense par exemple ce qu'il y a dans BigQuery, je penserais par exemple à ce qu'on peut trouver chez des acteurs comme Snowflake ou autres. Bon, le set de fonctions qui permettent de manipuler de la donnée à caractéristiques temporelles. Hein, je dis pas de la donnée de série temporelle parce que je suis même pas certain qu'il y ait des choses pour faire des trucs de. Mais pour manipuler les choses à caractéristiques temporelles, ça reste très basique et ça devient vite un sac de nouilles quand on commence à devoir décomposer pardon, un champ date heure et de pouvoir sortir quelque chose dedans. Déjà rien que ça devient vite compliqué quoi. Donc Ouais, on est d'accord que ça reste très primaire ce qu'on peut faire avec les offres des vendeurs classiques. Mais pour ouais, beaucoup de gens, c'est suffisant, évidemment. Mais ce qui est très certain, si on doit le passer à l'échelle et si on doit commencer à faire des choses très complexes, on peut trouver assez rapidement trouver un plafond de verre, quoi. Ouais, cet exemple que tu donnes là, il me fait sourire parce que on pourrait se dire que c'est le truc basique, mais prendre un timestamp et générer un nombre de millisecondes depuis ce type de timestamp, c'est généralement très galère et on se retrouve avec Hmm. des approches dans lesquelles on prend le timestamp, on va générer le nombre de secondes et puis après on prend la chaîne de caractères du timestamp, on prend les 3 derniers caractères, on les caste en double, on les multiplie par 1000, on multiplie le nombre de secondes qu'on a trouvé par 1000 et on ajoute ce nombre-là pour Voilà. avoir le nombre de millisecondes. Donc bon, ok,
c'est des douleurs auxquelles les gens sont maintenant habitués, mais c'est vrai que ça prouve qu'il y a quand même pas mal de manques dans cette typologie de data-là, dans le langage SQL en général. Ouais, c'est clair. C'est clair qu'effectivement, il y a un sujet. Et donc, c'est un peu cette idée de comment est-ce qu'on va mieux manipuler des time series dans des environnements qui ont une consonance très SQL. C'est un peu le pitch de cet épisode finalement. Et tu vas nous expliquer comment est-ce que vous avez un petit peu essayé de faire le bridge finalement entre votre monde avec votre capacité à faire des choses très avancées sur ces time series et le fait de pouvoir le faire dans des environnements. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à avoir finalement cette réflexion Alors, en fait, donc nous, pour reprendre un peu l'histoire de Sense et de Warpten, on a commencé en juillet 2013. Et en juillet 2013, il n'y avait pas grand monde qui faisait des time series. Il n'y avait même personne qui faisait des time series. Et donc, quand on allait voir des prospects, on leur parlait de données de capteurs qu'ils avaient dans leur environnement industriel ou de time series, et on leur disait, voilà, nous, on fournit des outils pour gérer ces données-là, et puis après les analyser. Bon, souvent, on était très tôt dans la réflexion de ces gens-là, et donc assez souvent, on n'a pas eu de deals qui se sont faits. Et puis, au fil du temps, les stratégies data dans ces boîtes ont évolué. Et puis, si on fait un grand pas en avant et qu'on arrive, on va dire, 10 ans, 10 ans plus tard, donc il y a 2-3 ans, euh, on se retrouve dans des environnements qui sont complètement différents. C'est-à-dire que les gens ont fait des choix de plateforme data lake. Alors, choix généralement drivés par les premiers usages qui ont pu être identifiés, qui sont généralement pas les usages sur les time series. Mais néanmoins, il y a des choix de plateforme qui sont faits. Et généralement, quand ces boîtes font des choix de plateforme de ce genre-là, c'est assez unique. C'est-à-dire qu'ils disent, ce sera soit Databricks, soit Snowflake, soit Starburst, et on va tout déverser dedans, et on va faire en sorte que on ait une approche unifiée de la donnée au sein de l'entreprise. Et donc, les données de capteurs se retrouvent dans cet environnement-là qui, généralement, n'a pas été prévu pour. Et donc, on arrive à avoir des discussions avec des prospects qui sont d'un tout autre ordre aujourd'hui, qui est de dire, oui, oui, nos données sont stockées dans un data lake. Et donc, plutôt que de parler de la partie gestion, qui était la partie qui nous intéressait il y a une dizaine d'années, parce qu'on était au tout début de leurs aventures, aujourd'hui, on va plutôt parler analyse, et on s'est rendu compte que les gens avaient d'énormes difficultés à faire des choses pertinentes sur des données de capteurs au sein de ces environnements-là. Donc ça nous a donné à réfléchir. On a regardé un peu quelles étaient les approches que ces différentes plateformes prenaient également. On a discuté avec ces différentes plateformes, avec des représentants de ces différentes plateformes qui ont des... Alors certains nous disent, ah non, mais moi j'ai pas de client industriel, donc personne ne met des time series dans ma plateforme. Alors on dit, on va vous faire une intro avec un de vos clients, parce que visiblement, il vous a pas tout dit. Donc il y a un peu, je me voile la face parce que ça fait pas encore partie de mes préoccupations principales dans certains cas. Et puis il y a d'autres acteurs qui ont bien senti qu'il y avait quelque chose, et qui ont commencé à développer des solutions à eux. Je pense notamment à Databricks, qui a une bibliothèque qui s'appelle Tempo, qui mettent en avant auprès des clients qui ont des données de capteurs, dès lors qu'ils veulent faire des choses sur les séries temporelles. Et quand on a fait le bilan de toutes ces choses qui existaient dans les différentes solutions, on s'est rendu compte que c'était très très loin de ce que notre propre bibliothèque de fonctions pouvait fournir. Et parce que dans Warplib, on a plus de 1300 fonctions aujourd'hui, donc ce qui est quand même très conséquent. Et si on prend Tempo, qui est sans doute la bibliothèque de fonctions liée aux séries temporelles la plus avancée parmi les fournisseurs de data lake, donc qui est faite par Databricks, il doit y en avoir une cinquantaine, quoi. Donc il y a quand même un gap. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les 1300 fonctions qu'on apporte seraient utiles à tout le monde, mais il y a un gap qui est quand même assez conséquent entre ce que nous, on peut apporter, ce que nos environnements pouvaient apporter, et ce que ces fournisseurs de plateformes data lake ont pu créer. Ouais. Et donc l'idée est venue de se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas faire en sorte que tout ce que nous, on a pu développer ces 12 dernières années
finalement deviennent utilisables dans ces plateformes qui sont aujourd'hui, elles sont en place, donc on va pas aller chercher à les déloger, mais plutôt à aller les augmenter avec des fonctionnalités qui sont liées à la manipulation de données de capteurs, à la manipulation de séries temporelles, pour essayer de faire en sorte que les gens réinventent pas la roue, parce que s'il n'y a pas son bonheur dans les 50 fonctions que propose Tempo dans l'environnement Databricks, la seule solution qu'on a aujourd'hui, c'est de rajouter des UDF à la mano, et donc de se plonger soit dans du code Python, soit dans du code Scala, soit dans du code Java, pour faire des UDF spécifiques pour régler le problème qu'on doit régler. C'est alors tu viendras peut-être un petit peu après sur la manière de laquelle c'est implémenté. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vous n'auriez pas pu lire les données qui sont dans ces data lakes? Alors si, on aurait pu les lire, hein, enfin, ça on peut le faire sans aucun problème. Simplement, si on les lit et qu'on les traite ailleurs, alors soit on les lit, on les recopie et Mmh. puis on les traite dans nos environnements, donc ça c'est une possibilité. Soit on les lit, on les traite et puis Ouais. on les traite ailleurs et puis on les réinjecte dedans. Donc ça fait beaucoup de Heu, mouvements de données, quoi, finalement. Ça fait beaucoup de mouvements de données et puis généralement sur ces environnements de données de type capteur, on n'est pas sur des petites volumétries. Mmh. C'est-à-dire si on prend l'aéronautique ou des choses comme ça, on est assez vite à des cadences d'échantillonnage de plusieurs dizaines de hertz, voire plusieurs centaines de hertz, et sur des nombres de capteurs qui sont conséquents. Mmh. On est sur quelques dizaines de milliers, centaines de milliers par équipement, quoi. C'est assez difficile de se dire que la solution à envisager, c'est celle de sortir les datas, de les traiter ailleurs, et puis Et les réinjecter après, et ouais. de les réinjecter. Et puis, bon, voilà, ces environnements-là, après, ont aussi des mécanismes de sécurité, de contrôle d'accès, etc., qui sont en place. Et donc, ça voudrait dire qu'il faudrait répliquer une partie de ça ailleurs. Enfin, c'est pas le truc le plus simple. Mmh. Oui, c'est effectivement pas simple. Nico? Non, pardon. Ça me laisse Non, sans voix. non, je suis en pleine. J'étais pensif. Mais du coup, la question, finalement, la question que je me posais, c'est comment tu passes d'un format, on va dire Warp 10, qui aujourd'hui, finalement, nous, en sortie, on manipule pas mal de JSON et ainsi de suite, et on n'a pas du tout une approche tabulaire comme peut l'avoir du SQL, et comment vous, du coup, vous faites le pont avec ces données SQL, et finalement, et comment tu rends compatible le Warplib avec du SQL qui n'a pas forcément la même structuration de données, et la même logique quelque part. Ah, Alors effectivement, en fait, la grosse difficulté, et on n'est pas les seuls à l'avoir rencontré, hein, la grosse difficulté, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser intuitivement, les données de série temporelle, si on les perçoit comme des tables, on va passer à côté de plein de choses. C'est-à-dire qu'on va passer à côté de façons de les manipuler qui sont efficaces, et on va rester dans le carcan de ce qu'un modèle tabulaire va t'offrir. Donc ça, on pourrait se dire, ouais, mais ça c'est parce que Wharton fait pas de SQL nativement, et donc c'est un peu, il, c'est de votre faute. il bitch contre SQL, c'est de votre faute. Regardez un FluDB, ils ont fait du SQL, ils sont contents. En fait, quand on regarde les acteurs, les pure players du SQL sur les time series, des gens comme Timescale, en 2021, ils ont introduit un truc qui s'appelle Function Pipelines, parce qu'ils ont fait exactement le même constat. C'est-à-dire qu'ils ont fait le constat qu'il y a certaines manipulations qu'on doit faire sur des séries temporelles, dans lesquelles il faut sortir du modèle tabulaire, en tout cas temporairement, faire ces traitements et revenir dans le modèle tabulaire. Et cette approche de sortir temporairement du modèle tabulaire, c'est exactement celle qu'on a prise. C'est-à-dire que, alors on a des fonctions de Warplib qui peuvent s'appliquer sur des scalaires ou des choses comme ça, et qui peuvent rester sur une application dans le modèle tabulaire. Euh, Par exemple, manipuler la date, c'est une fonction de Warplib qui peut s'appliquer sans qu'on ait besoin de changer le modèle tabulaire. Mais pour les fonctions qui manipulent des séries temporelles, donc au sein de Warp10, on manipule des objets qui sont des séries temporelles, hein. On ne manipule pas des colonnes dans des tables, mais vraiment des objets qui sont des séries temporelles. Donc pour basculer et utiliser les fonctions qui manipulent des séries temporelles, on passe par une étape qui s'appelle le nesting, enfin en tout cas qu'on a appelé le nesting, qui vise en gros à dire je fais un select, je fais un group by, et je collecte toutes les données qui sont groupées par cette clause group by,
je les passe dans une fonction qui fait le nesting, et cette fonction qui fait le nesting, elle va ressortir en résultat des valeurs, alors, qui sont des objets qui vont rester opaques à ce stade-là dans la table, enfin dans le résultat de la requête SQL, mais qui sont des séries temporelles. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner des fonctions de warplib qui vont opérer sur ces séries temporelles. Et quand on a fini l'ensemble de ces fonctions de traitement, on appelle une fonction qui s'appelle unnest, qui va faire l'opération inverse, c'est-à-dire qui va régénérer une table avec des colonnes, comme on a l'habitude de le voir, depuis ces objets séries temporelles qu'on aura récupérés à l'issue de ces traitements de fonctions warplib. Et donc, ça, finalement, ça s'apparente à ce que font les function pipelines dans Timescale. C'est-à-dire qu'ils ont un objet qui s'appelle TimeVector, qui pour nous est une série temporelle. Donc en gros, ils passent d'une table avec des colonnes timestamp et valeurs, peut-être des attributs qui sont liés à l'identification des séries. Ils créent un TimeVector, ils travaillent sur le TimeVector, et à l'issue du travail sur le TimeVector, ils réexplosent le TimeVector dans quelque chose qui redevient des colonnes dans une table. Et nous, on fait la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'on processe, en fait, enfin, le paquet de données qui est passé à Warplib, c'est une série temporelle et donc le gros du boulot, c'est de la reconstituer finalement avant d'utiliser Warplib. C'est une série temporelle ou des séries Des séries ou temporelles. plusieurs, ouais, d'accord. Voilà, parce que en fait, tu peux, Ouais, tu as des fonctions, j'imagine. Ouais, je connais pas t'as des suffisamment fonctions qui Warplib. Tu vont, as des fonctions qui vont oui, interagir sur plusieurs séries, oui, j'imagine. voilà, Ouais, tout à tout à fait. fait. Donc, Pour les en fait, aligner, pour faire des trucs comme ça, quoi. Ouais. l'idée, c'est tu prends tes données tabulaires, donc tu restes de toutes ces étapes que j'ai décrites, en fait, tu restes dans des requêtes SQL. C'est-à-dire qu'on n'est pas sorti du monde Ouais. SQL. Simplement, tu as une première étape qui va mettre en œuvre une fonction donc, de nesting, donc qui va récupérer toutes les données sur lesquelles tu veux travailler, éventuellement en les groupant de façon logique pour que tu puisses paralléliser le traitement si tu es dans un environnement qui le permet. Donc tu vas constituer tes groupes. Ensuite, ces groupes, tu vas les traiter avec l'ensemble des fonctions warplib qui t'intéressent. Et à la fin, tu vas ressortir de ce modèle nested et revenir dans un modèle plus classique. Et Et ça, du coup, le fait qu'au travers de... Parce que vous aviez du PySpark à une époque, vous aviez un truc Spark compatible. C'est quoi? C'est cette partie-là qui fait la jonction dans Databricks entre un monde purement Databricks, un monde Warp10 et retour dans Databricks? Alors, dans l'intégration qu'on avait faite dans Spark il y a très longtemps, hein, puisque c'était des choses qu'on avait faites au tout début presque, elle n'était pas aussi avancée que l'intégration qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'exposait pas les fonctions de warplib directement. Donc, on a des fonctions LTTB, par exemple, on n'exposait pas la fonction LTTB directement comme une fonction appelable dans Spark. Ce qu'on faisait, c'est qu'on exposait des fonctions qui permettaient d'exécuter du warp script, donc qui est le langage natif de Warp10, depuis une requête Spark. Donc ça, aujourd'hui, on a encapsulé ça finalement dans un niveau supérieur. C'est-à-dire qu'on peut mettre en œuvre des fonctions de warplib sans jamais faire de warp script. On voit plus warp script du tout, et la seule chose qu'on a, c'est des fonctions SQL avec des paramètres qui sont paramètres issus soit des colonnes de la table sur la fin de la data frame qu'on manipule, dans le cas de Spark, soit des constantes qu'on injecte dans la requête. Et donc, ça veut dire que c'est défini comme des UDF dans ton environnement Spark SQL, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le bénéfice qu'on a, c'est que warplib étant écrit en Java, on s'exécute côté JVM, Ouais, et donc on n'a pas l'overhead de toutes les UDF qu'on peut avoir et qui sont écrites en Python. Parce qu'il faut savoir que Spark étant écrit en Scala ouais. et tournant sur la JVM, en fait, dès qu'on fait une UDF Python, qui est très compliqué, enfin, qui est plus qu'un truc tout simple qui peut être converti en Mm. bytecode Java. Dès qu'on fait une IDF Python qui est utilisée dans Spark, ce qui se passe, c'est que l'exécuteur Spark, il va lancer un process Python avec le code de l'UDF, et il va sérialiser tous les résultats qui doivent être traités. Alors généralement maintenant, si c'est ce qu'on appelle des pandas UDF, c'est un peu mieux parce que c'est des morceaux plus complets, des gros buffers d'un ensemble de rows qui sont passés. Mais on sérialise ça, on passe ça à la partie Python fait ce qu'elle a à faire,
renvoie son résultat. Le résultat, il est sérialisé, désérialisé entre le monde Python et le monde de la JVM, et il est réinjecté dans la data frame. Donc nous, l'intérêt, c'est que comme ces UDF sont écrits en Java et donc sont natifs dans la JVM, on reste uniquement côté JVM, et donc en termes de perf, ça n'a rien à voir. Et ça marche aussi avec le moteur Photon. Ce que il me semblait qu'il s'était un petit peu éloigné de la JVM justement pour l'exécution de SQL. Pas que je sache, non. Enfin, en tout cas, avec toutes les versions de Spark sur lesquelles Ouais, on travaille aujourd'hui, il n'y a pas de souci de compatibilité. Euh, Après, Spark, même avec Photon, il me semble que ça reste quand même principalement sur la JVM. je crois. Ah ouais, je confonds peut-être. Ouais, ouais, non, mais on se fera sûrement rattraper par nos amis de Databricks après l'écoute de l'épisode qui nous diront, mais non, et bien sûr, Photon, ça reste un moteur de la JVM. Ce n'est pas. Il me semble que l'essentiel de l'amélioration des scripts Python, c'est qu'on utilise les dataframes et qu'en fait, ils ne font que construire le dataframe, Hmm. le dataframe Scala, quoi. Ce qui permet de pas avoir à faire ces transferts-là par rapport au RDF. Mais bon, après, je peux me tromper, mais il me semble que c'est comme ça qu'ils ont gagné. Donc effectivement, Mathias, lui, s'il veut faire de l'UDF avec du traitement direct sur les données, en Python, il va devoir accéder aux données dans le Python. Et aujourd'hui, Mathias, par rapport à un même jeu de données qui serait dans votre format natif et un jeu de données qui serait dans des delta tables sur Databricks, tu vois quoi comme différentiel de performance pour le coup? Alors sur le traitement en lui-même, il y en a pas vraiment parce que en fait, une Ouais. fois qu'on a fait cette opération de nesting, on est quasiment, je dis bien quasiment parce qu'il y a quelques petites spécificités, enfin quelques petites différences qui subsistent, mais on est quasiment dans le même environnement que si les données avaient été issues de notre mode de stockage. Par contre, c'est sur la partie chargement, c'est-à-dire Ouais. que sur la partie chargement, grouping, etc., aujourd'hui, c'est moins performant de lire des fichiers Parquet ou des delta tables que d'aller lire des données qui sont directement dans notre format H-file, par exemple. Mmh. Bah oui. C'est- mais bon, après, c'est une histoire de compromis. C'est-à-dire que, comme je le disais, on arrive maintenant sur des environnements dans lesquels les données sont déjà là. Et donc, on ne voulait pas mettre un prérequis qui était de recopier les données dans notre format pour que les gens puissent bénéficier des fonctions. Et c'est une opportunité, c'est quelque chose qui serait possible de faire, de se dire, ben finalement, la donnée source, elle est dans une delta table. Et j'ai un premier batch qui passe dessus, qui transforme ça en H-file directement depuis l'environnement Spark pour ensuite exécuter depuis cet environnement Spark. Relire les H-files plutôt que de relire depuis des delta tables les résultats Ouais, intermédiaires qui auraient été faits, ou c'est complètement con. Ça peut non, être on peut le complètement faire. con, hein. On peut le faire. Après, il y a toujours le problème de la volumétrie que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire Non, que mais en restant dans l'environnement Databricks, c'est ça que je veux dire. En oui, restant. mais même en restant dans l'environnement Databricks, tu vas quand même recopier potentiellement des milliers de milliards d'enregistrements. Ouais, mais je parlais d'avoir Euh, fait une agrégation quand même intermédiaire. Je peux pas de les recopier Aziz, quoi. Je veux dire. Si tu as fait une agrégation intermédiaire, tes volumétries vont tout de suite descendre et c'est peut-être Ouais, ouais, moins voilà. prégnant. Le cas dans lequel on recommandera effectivement de faire ce que tu dis, c'est s'il y a une dualité de l'usage des données. C'est-à-dire qu'on veut faire du traitement Hmm. dans Databricks, donc ça c'est une chose, mais on veut aussi connecter une appli qui va faire de l'interactif avec ces mêmes données. Et donc cet interactif, on ne peut pas le faire avec Databricks avec des perfs qui sont satisfaisantes. Hmm. Et donc nécessairement, soit les données, il faut les mettre dans une base de données de série temporelle, quelle qu'elle soit, et interagir avec cette base de données. Soit ce que nous, on préconise, c'est de les mettre au format H-file, parce que bah, non seulement ces H-files, ils peuvent être lus dans Spark comme si les données étaient dans des delta tables, mais ils peuvent aussi être accédés de façon interactive par une instance de Warten. Donc on n'aurait qu'une seule copie de la donnée sous un format qui permettrait les deux usages. Donc dans ce cas-là, effectivement, ça a un sens de basculer les données Hmm. en H-file. Euh, Après, si c'est juste pour espérer gagner un tout petit peu au chargement, il faut d'abord évaluer le gain effectif, parce que quelquefois, selon les requêtes qui sont faites, ben, le gain euh, il est pas si gros que ça, parce que tout le monde ne manipule pas l'intégralité de ces données à chaque fois. Hein, donc,
si la manipulation de l'intégralité, c'est quelque chose d'assez peu fréquent, ben, finalement, le temps de traitement, il va être assez tolérable. Donc, faut le faire un peu au cas par cas. En tout cas, nous, on présente l'opportunité comme existante. Après, il faut voir si elle est pertinente dans les Ouais, c'est clair. différents cas rencontrés. Ouais, sûr, Donc, c'est une des questions que je me posais avant l'épisode, c'était de se dire, est-ce que vous passiez forcément par un canal SQL, on va dire, ou est-ce que vous attaquiez directement les fichiers au format parquet, delta table, enfin ce que vous voulez. Nous, on touche pas en fait on reste dans l'environnement SQL ouais, parce que ben, le chargement il est en amont en fait et ta data frame. Alors si je prends le cas de Databricks, la data frame elle peut venir d'une base externe, elle peut ouais, venir d'un ouais, ouais. fichier, elle peut venir de n'importe où et ça finalement pour nous, peu importe, nous on va s'intéresser à la data frame et donc on va travailler sur la data frame quelle que soit son origine. Et puis si tu te déconnectes du chemin classique de lecture et d'écriture de données, qui est celui de Databricks, tu vas plus pouvoir ensuite être connecté à des choses comme Unity Catalog ou des choses comme ça. Tu pourras pas utiliser ce genre de choses-là pour référencer ta donnée ou pour savoir où est ta donnée. Et donc, tu vas vraiment avoir enfin, tu vas perdre une partie du bénéfice d'une plateforme très intégrée comme Databricks pour pouvoir faire ça. Donc, ouais, à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il faut continuer à lire au travers enfin, comme on le fait classiquement avec du Spark SQL, quoi. Je veux dire, c'est clair. De toute façon, c'est Bah, pas là qu'est la valeur, si j'ai bien compris. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est Hmm. que notre proposition de valeur, elle est sur les fonctions qu'on apporte derrière. Hein. Je pense que il y a, il y a- il y a un projet un peu similaire dans un domaine géographique qui s'appelle Sedona, qui est un peu la même chose. C'est-à-dire que Apache Sedona, ils apportent une bibliothèque de fonctions qui manipulent des données géographiques Hmm. dans Spark. Donc, ils viennent, comme nous, on peut apporter Warplib, augmenter l'environnement Spark avec un ensemble d'UDF qui font des choses spécialisées sur le domaine sur lequel ils apportent de la valeur. Et nous, c'est ça. Après que les données, encore une fois, soient dans des CSV, dans des parquets, dans je ne sais quoi, c'est pas notre sujet. Ouais, On a la partie H-file si vraiment les gens veulent aller très très loin dans la perf autour des données de time series, mais c'est pas un prérequis. ouais, c'est clair. Et du coup, alors c'est plus une question que j'ai pour la fin, mais tant pis, puisqu'on y est. C'est-à-dire que cette intégration, elle est custom à Databricks, ou est-ce qu'on peut dire finalement que ce Warplib un peu plus SQL, enfin cette intégration Warplib en mode plus SQL compatible, ça deviendrait un connecteur Warten SQL? Alors c'est pas un connecteur Warp 10 SQL parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir une instance de Warp 10. C'est-à-dire que les gens Ouais, aujourd'hui qui utilisent Warplib dans Databricks, ils n'ont pas Warp 10. Ils ont juste Ouais. Warplib. C'est-à-dire, en gros, on a une dépendance à Warplib qu'on rajoute et elle rentre dans le job Spark qui va s'exécuter. Et donc, les fonctions deviennent accessibles, mais il n'y a pas d'instance de Warp 10. Donc, c'est pas vraiment un connecteur. C'est plus une capacité, encore une fois, à augmenter l'environnement Databricks avec toutes les fonctions qui sont aussi accessibles dans Warp 10. Hein. Euh, mais c'est plus là qu'est l'apport de valeur. Par contre, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est que on a commencé par Databricks, euh, mais qu'aujourd'hui on a la même chose, alors un peu moins avancée en Trino Starburst. Euh, on a initié aussi la même chose dans Dremio et on a sur la roadmap de le faire dans Snowflake. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que contrairement à ce que j'évoquais tout à l'heure sur les environnements qui ont rajouté des choses spécifiques aux time series, que ce soit Timescale, QSDB, etc., on peut migrer de Databricks hmm. vers Trino ou vers Dremio et garder quasiment verbatim. Alors, il y a des toutes petites subtilités, mais qui sont liées aux différents environnements. Mais garder quasiment verbatim, c'est requêtes SQL. Ça veut dire que au final, les fonctions sont les mêmes, entre guillemets, mais la seule chose qui va changer, c'est la partie nesting et unnesting qui va être Ouais, propre à chacun des systèmes, j'imagine. alors la partie, bah, par exemple, dans Trino, il y a une fonction qui s'appelle nest qui existe déjà, donc on peut pas appeler la nôtre nest. C'est aussi bête que ça, mais bon. Donc il y a des petits désagréments comme ça, et puis après il y a des petites spécificités parce qu'en fait euh, la façon dont ces différentes plateformes permettent de rajouter des UDF, ce sur quoi nous Hmm. on s'appuie pour s'intégrer, bah, elles diffèrent d'une plateforme à l'autre. Euh, et donc il y a des plateformes sur lesquelles
Alors Spark, c'est assez souple, c'est-à-dire qu'on peut avoir une même fonction qui a 3 paramètres. En fait, on n'est pas contraint sur les types des paramètres. Et donc, elle peut prendre des chaînes de caractères, des longues, des doubles, peu importe. Alors que si on prend Trino ou Dremio, par exemple, on est beaucoup plus contraint. Et donc, nous, on a des fonctions qui sont assez polymorphes en fait dans leur signature. Et donc, quelquefois, on peut mettre des longues, quelquefois, on peut mettre des doubles. Si on veut les exposer de cette façon-là dans ces environnements-là, en toute logique, il faudrait qu'on crée autant de fonctions que de combinaisons de Oh, types de paramètres. oh, Donc, oh donc c'est un peu, l'enfer! voilà, donc c'est un peu compliqué. Donc, on est obligé de trouver des moyens de contournement. Alors pour l'instant, on a réussi, hein, donc c'est bien, mais c'est ces petites différences-là qui font qu'il y a quelquefois des adaptations à faire dans les requêtes. Mais c'est vraiment à la marge. Ça va être par exemple de rajouter un niveau de parenthèse parce qu'on veut passer une liste de paramètres au lieu de passer juste les paramètres à la queue leu, quoi. Enfin, néanmoins, le portage enfin, la philosophie des fonctions restera la même, et le portage à quelques bricoles près sera quand même un truc bien plus facilité que ce que tu disais auparavant, ouais, effectivement, Ouais, c'est non, clair. ça Je, n'a je- rien je à voir. suis très désagréablement surpris de voir que dans ta liste, dans ta roadmap, il n'y a pas une extension pour DuckDB. Le jour où DuckDB sera écrit en Java, ce sera facile à Bah faire. oui, je sais. Je me doute bien que c'est ça la réponse. C'est pour ça qu'il voulait que tu écrives en Python. Donc voilà, c'est la raison, elle est là, hein, c'est qu'encore une fois, Warplib, c'est écrit en Java, donc Et s'intégrer dans effectivement, les Snowflake, environnements. tu peux envoyer avec Snowpark, tu peux créer tu peux créer Ouais, des Snowflake, fonctions. tu peux faire des UDF en Java. Après, il y a d'autres environnements sur lesquels on regarde, qui sont pour l'instant très très prospectifs, mais en timescale, tu peux aussi avoir des UDF en Java. Enfin, en Postgres, tu peux aussi avoir des BigQuery, je suis UDF pas en Java. certain que tu puisses le faire, tu vois. BigQuery, j'ai pas regardé. QuestDB, un jour, il y aura peut-être des UDF et on pourra le faire aussi. Enfin voilà, donc ces environnements-là, beaucoup plus prospectifs aujourd'hui. On se focalise vraiment sur les plateformes data lake majeures à ce stade. Euh, et on le fait de façon opportuniste, c'est-à-dire que si on a quelqu'un qui vient nous voir en nous disant bah, moi j'ai un énorme problème dans cette plateforme-là, bah, on va prioriser cette Hmm. plateforme pour essayer de le sortir Mais le de... prérequis soit quand même qu'on puisse exécuter du Java dans l'environnement. Ouais, alors après, on a de la chance que C'est les assez quatre qu'on a répandu comme cités, langage voilà, finalement. les quatre qu'on a cités, c'est-à-dire Databricks, Starburst, Dremio et Snowflake le permettent. Donc je pense que si on prend ces quatre-là, on couvre déjà un gros Un petit pourcentage paquet, des hein, ouais, plateformes c'est Data Lake. clair. Ouais. Et les autres, tu peux toujours trouver des moyens de faire des ponts entre. Et puis c'est vrai que quand tu regardes là où sont les évolutions de tous ces environnements et là où ça bouge assez vite finalement, c'est sur la modalité d'accès à la donnée, avec les histoires de catalogue, d'iceberg, de tout ce que Hmm. tu veux, toutes ces choses-là. Mais finalement, vous êtes en dehors de ça, puisque cette modalité, c'est pas vous qui la faites. C'est-à-dire que le from, entre guillemets, dans la requête, c'est pas votre problème, quoi, finalement. Non, non, exactement. Nous, vraiment, enfin, comme le disait Jérôme, notre valeur, elle est sur l'ensemble des fonctions qu'on va Ouais, apporter. ouais. Et on entend rester sur ce seul périmètre-là, parce que le reste, c'est finalement, on rentre souvent très très profond dans le cœur des plateformes quand on veut y toucher, et c'est beaucoup moins facile de faire quelque chose d'unifié, quoi. Alors que si on reste au niveau des fonctions, on peut avoir une expérience utilisateur qui est quasiment la même entre ces quatre plateformes qu'on a Ouais. mentionnées. Je suis déjà client Databricks, comment je démarre? Pour la question super simple À ce ou stade, compliquée? étant donné que en fait, on a la doc de toutes les fonctions qui existent pour l'environnement Wharton, mais on n'a pas encore adapté la doc D'accord. aux environnements Databricks. Donc, le mieux, c'est de nous contacter et qu'on voit ensemble Et comment ça se passe? comment Vous on allez peut. vendre une licence de tout ce jeu de fonctions aux clients? Aujourd'hui, c'est encore à déterminer. En fait, on s'est un peu lancé dans l'aventure en se disant que
le business model Ah, vous n'avez viendrait. pas, vous n'avez pas appliqué la méthode AWS de rédiger la press release FAQ avant de commencer à développer. Non, alors après, on a des Non, clients mais aujourd'hui je qui. frime, mais c'est le dernier truc que je fais, quoi, aussi. Ouais, on a des clients en fait qui veulent repackager la bibliothèque à leur sauce, donc là c'est plus facile de trouver Ouais. le bon business model. Euh, donc ça c'est encore quelque chose qui est pas figé. Euh, mais bon, enfin, la bibliothèque sous-jacente aujourd'hui, elle est open source et elle restera open Hmm. source. Donc, ce sera sans doute des choses à la marge, peut-être sur des fonctions qui, elles, sont pas dans la bibliothèque de base, ou des simplifications supplémentaires, enfin, à voir un peu ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, aujourd'hui, les discussions qu'on a pu avoir, c'était pas un frein que de pas avoir le business model pour les initiés. Ouais, à nouveau. Après, si les gens ne veulent venir nous voir que si on leur donne un montant et, et une facture, on peut aussi s'arranger, mais c'est pas, Tiens, c'est pas justement, pour l'esprit. que les gens viennent vous voir, tout à l'heure, avant cet épisode, tu nous parlais d'exemples de clients qui t'avaient dit ah ouais, ça, ce machin-là, mais c'est X centaines de lignes pour nous. Tu as des exemples justement de simplification qu'il y a eu par rapport à des gens qui faisaient du Databricks classiquement et qui. Ouais, bah en fait, il y a des choses aujourd'hui tout ce qui est traitement du signal, par exemple, hein, en fait, et, des gens qui voulaient faire des transformés de Fourier ou des transformés en ondelet sur des données. Donc ça, c'est pas le truc le plus simple à faire dans Databricks. Plus simplement, je mentionnais tout à l'heure la fonction LTTB, qui est une fonction assez basique, j'imagine que Nicolas la connaît, mais qui permet de prendre une série qui a beaucoup de points et puis d'extraire de cet ensemble conséquent de points juste quelques points qui sont représentatifs de la forme de la courbe. Donc ça, bah, c'est un truc qu'on utilise très souvent quand on veut faire de la visualisation Hmm. et quelque part, alors pas downsampler parce que ça reste des points de la série d'origine, mais extraire des points qui sont particuliers d'une série pour qu'on garde la forme, mais qu'on ait moins de points à représenter. Bah, cette fonction-là, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué si on veut la faire dans Spark aujourd'hui, parce que ça n'existe pas, et donc il faudrait faire une UDF en Python, et, et cette UDF, elle fera facilement une centaine, 200 lignes de code, parce qu'il y a plein de cas à la noix auxquels il faut penser, etc., quoi. Donc ça, bah, c'est disponible sur étagère, c'est tout simple. On parlait de la manipulation des timestamps tout à l'heure. Extraire un timestamp en millisecondes, c'est facile si on utilise la fonction de warp qui permet de le faire. C'est beaucoup plus compliqué si on veut le faire nativement dans Spark. Donc il y a plein de petits exemples comme ça qui sont même pas forcément des fonctions qui existent Hmm. enfin qui manipulent des séries temporelles, mais qui sont des fonctions qui existent dans Warplib et qui permettent d'avoir un avantage. Et puis il y a un avantage, euh, on va dire collatéral, auquel on n'avait pas forcément pensé au départ, c'est que euh, en fait, à partir du moment où on a intégré euh, tout Warplib dans ces plateformes de data lake, et ben on peut appeler des macros, c'est-à-dire qu'on peut faire en fait des UDF pour ces plateformes beaucoup plus simplement que si on devait les réécrire en Java et se coltiner toute la gestion des types, des paramètres d'entrée, etc. Donc, et puis pour les gens qui sont. Pardon? Moi, je te rappelle peut-être ce que c'est qu'une macro dans le monde Warp 10. Ouais, alors une macro dans le monde Warp10, c'est l'équivalent d'une procédure stockée dans le monde SQL, on va dire ça comme ça. Donc c'est un ensemble de transformations, enfin c'est un ensemble d'appels Mais à des fonctions là, tu vas la faire de comment, Warplib. ta macro, puisque l'utilisateur, il n'a accès qu'à des fonctions primaires. Donc, en fait, il va créer sa fonction, son UDF, en composant des UDF que tu as fournis, c'est ça? Alors, ça, c'est si tu le fais côté SQL, Ouais, et si tu le fais que côté SQL, donc tu peux déjà les cascader sans aucun problème. ouais. Mais en fait, il y a une fonction dans Warplib qui permet d'appeler une macro. Donc en fait, Ah. on peut appeler la macro Oui, mais elle et va se les définir paramètres. comment, cette macro? C'est ça que j'arrive pas bien à saisir. C'est quand Ah tu bah, elle va être repackages la lib, non, du coup? C'est quand c'est dans les cas où tu repackages la lib et tu rajoutes tes macros au tout voilà. départ? Soit tu repackages la lib et tu rajoutes des fonctions qui correspondent one-to-one à tes macros. Donc ça, c'est une façon de le faire.
soit tu l'appelles de façon dynamique dans ton SQL avec une fonction un peu plus générique qui dit appel de macro avec 4 paramètres. Et dans ce cas-là, tu vas appeler ta macro en donnant le nom de la macro et puis les 4 paramètres qui vont derrière. Euh, et donc ça, c'est un effet collatéral, c'est-à-dire que ça devient très simple de faire des UDF. Parce que en fait, c'est juste un fichier dans un coin qui est stocké sur un serveur web éventuellement. On le modifie, le prochain run, c'est la nouvelle version de l'UDF qui est exécutée, quoi. Alors que si on veut rentrer dans un cycle de dev plus classique dans lesquels les UDF sont définis, alors c'est pas vrai en Python, parce que pareil, en Python, on peut avoir ce cycle assez rapide, mais si on veut faire des UDF en Java ou en Scala pour Spark, c'est plus long comme cycle de dev et de mise au point parce que faut recompiler, faut remettre un jar, faut remettre le jar dans le job, etc., etc. Ok. Nicolas, Jérôme, d'autres questions pour notre invité? Si, mais je vais revenir à ma question de tout à l'heure, parce qu'il a... Du coup, effectivement, tout ce travail sur du SQL, finalement, est-ce que c'est pas... Enfin, toi, quand je reparle du connecteur, je sais que effectivement, c'est pas un connecteur que vous avez développé, mais finalement, est-ce que c'est pas un moyen pour vous de répondre justement aux reproches qu'on vous fait de ne pas proposer une approche SQL dans Warp 10? Est-ce que finalement, tous ces travaux-là, ça peut pas alimenter et alors je sais pas si c'est fournir en l'état ou en tout cas ou être une brique de réflexion pour un résultat plus tard, mais qui permettrait de tuer finalement cet argument de Warp 10 c'est nul, ça fait pas du SQL. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, je pense que la problématique du SQL dans une base comme Warp10 ou comme OpenTXDB ou comme Prometheus, etc., c'est juste que le modèle de stockage ne se prête pas du tout à du requêtage SQL. Et d'ailleurs, on le voit en fait dans les solutions comme QuestDB, enfin ce que je mentionnais, hein, QuestDB, Influx, qui font du SQL aujourd'hui. Ils vont se retrouver dans la même situation que celle dans laquelle s'est retrouvé Timescale en 2021, et à un moment donné, ils vont devoir inventer quelque chose qui permet de manipuler les données différemment. Et donc, je ne serais pas étonné qu'au sein du SQL que proposera un flux DB3, par exemple, dans 2 ans, on retrouve un truc qui ressemble à du Flux avec le pipe operator que Google a introduit par ailleurs dans sa syntaxe SQL, parce que tout le monde se rend compte qu'il y a des limitations. Donc, moi, j'aurais tendance à dire, si vraiment vous voulez faire du SQL sur des séries temporelles, il y a des solutions qui font ça très bien, et prenez-les. Notre valeur ajoutée, elle serait certainement pas là. Et donc, voilà, pourquoi est-ce que vous voudriez prendre Warp10 pour faire du SQL alors que SQL fait pas du, enfin, est-ce que Warp10 fait pas du SQL? Mais c'est tout le reste qui nous intéresse. C'est-à-dire que, encore une fois, je vais prendre l'exemple d'un flux DB. L'histoire que raconte aujourd'hui un flux DB, c'est de dire on a recodé un flux DB3 avec comme stockage de données Parquet. Et donc le corollaire qu'ils avancent, c'est de dire comme ça c'est super bien parce que toutes les données de série temporelle qui sont dans un flux DB, vous pouvez les manipuler dans Databricks. Et si vous avez suivi le début de l'épisode, vous savez que ça marche pas en fait. Donc il manque quelque chose. Et ce quelque chose qui manque, nous on l'apporte. Et donc on préfère être sur ce segment-là de la proposition de valeur plutôt que d'aller se battre avec tout le monde à faire du SQL sur une base de données de série temporelle. C'est pas. Après, je peux te retourner la question. C'est-à-dire, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de SQL dans Warp10, c'est un manque important, ou est-ce que c'est quelque chose qui est surmontable? Alors moi non, ça me manque pas du tout. Mais j'aime pas le SQL, donc c'est pour ça aussi. Ça aide à ce qu'il te manque pas. Ça fait partie de mes bêtes noires. Puis ça y est, j'ai passé toutes les étapes de WarpScript, donc je suis le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que là maintenant, si Mathias te disait on arrête WarpScript et on fait tout en SQL, tu serais quand même sacrément emmerdé. Mais ça peut pas, ça n'arrivera pas, tu sais. Ah mais je vais te dire. Donc nous, ça va faire maintenant longtemps qu'on travaille à cette intégration. Je n'ai jamais autant souffert. Non, mais je n'ai jamais autant souffert. Les gars, vous êtes un peu des chochottes quand même. Non, attends, je vais te dire pourquoi. Attends, cette vieille blague. Oh. Je vais te dire pourquoi, Vincent.
Je n'ai jamais autant souffert parce que je me suis retrouvé à devoir faire des exemples de manipulation avec des requêtes SQL qui étaient 10 fois, 20 fois plus longues que la même chose faite en WordScript. C'est juste ça. Mm. Tu Je vois, peux comprendre, effectivement. et donc, ce que nous, on veut faire, c'est mettre dans les mains des gens qui aujourd'hui ont une approche SQL et sont habitués à cette approche SQL, un ensemble de fonctions qui leur permettent plus efficaces dans cette approche SQL. Et petit à petit, c'est de les amener à comprendre que si ils factorisent un certain nombre de ces trucs-là dans des macros, par exemple, ils peuvent encore simplifier leur fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils peuvent simplifier non seulement la complexité de leur code, mais ils peuvent en plus simplifier le temps d'exécution de leur job. Et simplifier le temps d'exécution des jobs sur des data lakes, ça veut dire que tu vas avoir une facture qui sera moindre. Mm. Et ça, c'est pas négligeable. Ouais, Ah oui. parce qu'effectivement, le truc qu'on n'a pas dit, c'est que ces data lakes, Databricks et autres, sont généralement facturés au temps d'exécution, puisqu'on paye le temps qu'il faut Voilà. pour exécuter le job. Et on peut clairement s'imaginer qu'entre les 28 fonctions SQL qu'il faut empiler pour faire un truc et la fonction qui, malgré l'étape de nesting, unnesting qui est nécessaire, on a un temps d'exécution qui doit être vachement amélioré, quoi, au final. Ah bah, on a un temps d'exécution qui est sacrément amélioré. En fait, on le voit quand on regarde la complexité des graphes des job Spark qui sont générés, quoi. Mm. C'est que ça n'a rien à voir. Mm. Ça n'a rien à voir. Et ça, pour le Pour une coup, raison à la fin du mois, ça se Mm. ressent. Pardon, Jérôme. Oui, bah, pour une raison simple, hein, c'est que le modèle, enfin, SQL, ça a été fait pour manipuler des données relationnelles. Les données relationnelles, c'est des tuples avec des relations entre elles. Les séries temporelles, c'est un modèle différent et c'est normal qu'on l'adresse avec un langage différent. Parce qu'on a besoin d'exprimer des notions différentes. Et de fait, s'il y a besoin d'un nesting et d'un nesting, c'est bien parce que c'est pas les mêmes modèles, quoi. Ouais, c'est ça. Alors après, le truc qu'on espère avoir réussi à faire, c'est de rendre cette transition entre les modèles la plus fluide possible et que ce soit naturel et que les gens n'aient pas l'impression d'avoir un truc un peu ésotérique dans leur job. C'est-à-dire que si on regarde un job Spark qui manipule des données de type série temporelle avec Warplib, ben, on voit juste des requêtes SQL et c'est tout, quoi. On voit pas quelque chose d'exotique comme Oui, peut paraître WarpScript, quoi. oui, bah, bien sûr. Le nesting d'ailleurs, il est transparent ou il est explicite Il est explicite, on peut pas on peut pas le D'accord, rendre c'est pas. transparent. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, il faut que quand tu écris ta query, tu le fasses, quoi. Ouais, Ouais, ouais. d'accord. Tu pourrais pas voir à l'appel de chacune des fonctions le fait d'insérer ce truc-là automatiquement? Bah, en fait, on veut pas le faire à l'appel de chaque fonction. Pourquoi? Parce que en fait, ce qu'on veut, c'est que Ah, si tu fais la- plusieurs fonctions sur le même voilà, pavé, si tu fais plusieurs fonctions sur le même pipeline, en fait, on veut rester dans le modèle nested Hmm. et on veut faire le nesting, unnesting qu'au début et à la fin de Ah bah oui, ce évidemment, bloc-là. évidemment. Ouais, Et donc, c'est mieux s'il est explicite. ouais, ok. euh, Ouais. parce que en le rendant explicite, et ben, en regardant le code, on voit très facilement que là, on est dans une partie qui manipule la partie série temporelle et tout le reste, c'est autre chose, quoi. Oui, ça se tient. Excellent, excellent. C'est un gros effort pour vous là de faire cette compatibilité. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui se fait c'est lors de quelques semaines, quelques mois, quelques années Alors, ça dépend des plateformes. Bah, sur Databricks, comme je disais, ça a été beaucoup plus rapide parce qu'on avait quand même déjà fait l'effort. Sur les autres, je t'avouerais que la difficulté, c'est ces plateformes se targuent d'avoir la possibilité de faire des UDF. Franchement, le fonctionnement est documenté nulle part. Mais nulle part. C'est-à-dire que comment faire une UDF dans lesquelles tu as des paramètres qui potentiellement ont des types variables, Ouais. etc. Alors, c'est défini, mais que dans le code. Et donc, il faut aller se plonger dans le code, il faut comprendre ça, comment ça marche. C'est pas le truc le plus simple, quoi. Tu vois, c'est comme ça que tu te rends compte que
Trino, par exemple, la dernière version de Trino, il faut que tu aies la version 23 de la JVM. Ça marche pas avec une version antérieure. Ouais, Tu vois, nous, ils donc, sont très très alignés avec la version JVM, et ce qui fait ah ouais, qu'ils te proposent une bibliothèque Parquet, par exemple, et Orc, qui sont mieux que les originales, mais tu es obligé d'être aligné sur la dernière version de Java, quoi. ouais, c'est ça. Si tu fais du JDK 23. Dans Dremio, tu rentres profond dans un truc qui s'appelle Sabot, qui est un truc qui gère les manipulations de données au sein de Pour un Dremio. breton, rentrer dans un truc qui s'appelle Ouais, bah, tu sabot, vois, c'est pas... j'ai mis des charentaises et je suis rentré dans les sabots. Donc voilà, donc en fait c'est ça qui prend du temps, c'est-à-dire nous ce qu'on voudrait c'est éviter du mieux qu'on peut les spécificités d'un environnement ou d'un autre. En tout cas visible pour l'utilisateur. Et donc ce qui prend du temps, c'est de trouver la meilleure façon d'intégrer la bibliothèque pour que ce soit le plus transparent possible. Et ça, il y a beaucoup d'essais-erreurs, etc. Parce que je te dis, il y a des choses qui sont pas documentées. Et puis c'est susceptible, effectivement, si c'est pas documenté, de se retrouver avec une évolution de version qui te fout un peu tout par terre. Donc c'est un jeu qui est pas simple. Hein. Ouais, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri. Bon, sur Databricks, j'ai pas trop de crainte. Sur Trino, non plus. Sur Dremio, on est un peu moins avancé. Je pense que bon, ça a l'air quand même assez stable dans le temps, mais le truc, c'est qu'il y a des choses dont nous on a besoin et qui sont pas dispo, quoi. Ouais, il aime pas le chien quand je dis Dremio. Est-ce que, messieurs, vous avez encore une question subsidiaire à poser avant qu'on converge vers la fin de cet épisode? Je peux t'en trouver plein si tu veux, mais ça va peut-être pas t'arranger pour la compacité de l'épisode. Mathias, est-ce qu'il y a de la lecture pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur Sense et sur ce que vous faites autour de Warp10, Warplib et autres? Est-ce que tu nous conseilles un petit peu de lecture? Ouais, il y a une lecture qui est intéressante qui est notre blog, donc blog.sense.io, sur lequel on doit approcher les 200 articles sur les séries temporelles et leur manipulation. Alors, j'ai pas fait le compte exact, mais on ne doit pas être loin de ça. Après, il y a le site web warp10.io, sur lequel il y a la doc du produit open source. Et puis, on a un Slack qui s'appelle The Warp10 Lounge, sur lequel on a un certain nombre de C'est pour gens initier, hein. C'est pour initier le Slack quand même. J'ai ouais, jeté un œil un jour, j'ai fait... Ah ouais. Ça dépend du Warp Street qu'on se retourne. Et toi, si on veut te suivre tes merveilleuses aventures, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, j'ai encore un compte Twitter, mais il est fermé, il est privé, donc je donnerai pas celui-là. Je suis plutôt sur Blue Sky maintenant, donc ça doit être hbs.bluesky.org, blsky. Excellent. Excellent. Et tu es un peu sur LinkedIn, j'imagine? Je suis sur LinkedIn aussi, ouais, mais la majorité du temps, je suis quand même le nez dans le code de Warp10, donc Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un bon indicateur de la quantité de choses, de quantité de problèmes qu'on résout finalement, le fait d'y être ou de ne pas y être sur ces réseaux. Messieurs, pour vous suivre, qu'est-ce qu'on fait? Le Slack du Big Data F2, bien sûr. Et évidemment. Bravo. Bonne voilà. réponse. Bonne réponse. Jérôme, Slack du Big Data Hebdo, et puis toi, Bien sûr, puis Blue Sky, Mastodon, même Twitter, X. Ouais. Je dois avouer que ce sont des choses sur lesquelles moi je ne suis plus trop présente, mais effectivement, vous pouvez me retrouver sur le Slack du Big Data Hebdo, qui est finalement le bon point d'entrée pour me contacter, mais aussi un petit peu sur LinkedIn. Ouais, effectivement. Chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, que vous avez appris plein de choses. Moi, c'est le cas, j'ai appris plein de choses. C'était passionnant. Merci Mathias. Merci. De rien. Merci de m'avoir invité. Et puis, on vous retrouve dans un prochain épisode. À très bientôt.